Mesdames, Messieurs, vous regardez le grand journal sur For You Télévision. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition d'information, Tchad, manifestation du 20 octobre. 139 détenus libérés. Après un mois et demi de suite à des manifestations meurtrières le 20 octobre dernier, 139 personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations et viennent d'être libérées. C'était le 11 décembre 2022. 80 d'entre elles ont écopé d'un an et 2 ans d'emprisonnement avec sursis. 59 ont été relaxés. Toujours en une de cette édition d'information, sommet États-Unis-Afrique, une seconde rencontre aux grands enjeux. La capitale fédérale des États-Unis, Washington, abritera du 13 au 15 décembre prochain le sommet des dirigeants des États-Unis et d'Afrique. Un sommet qui compte mettre l'accent sur le renforcement des relations entre ces deux continents, mais surtout valoriser une nouvelle dynamique économique selon Washington. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur For You Télévision. Vous nous regardez sur nos différentes plateformes internet Facebook et YouTube, For You Media Africa, et nous écoutez sur la 96.3 FM. For You Radio. On démarre avec l'actualité au Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad, l'ex-rébellion qui contrôle toujours la région malienne de Kidal, veut une mise en œuvre de l'accord signé en 2015. La coalition, qui déplore le manque d'engagement des principales parties, dans un courrier envoyé au ministre algérien des Affaires étrangères, réclame la tenue d'une réunion d'urgence dans un lieu neutre. Assam Zili nous en fait la synthèse dans cet élément. De l'Azawad réclame une réunion d'urgence avec l'ensemble de la médiation internationale, et c'est dans un lieu neutre. Dans une lettre de son président Al-Bax Ag-Intala au ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamra, la CMA précise que l'objet de cette rencontre est l'examen définitif de la viabilité de l'accord d'Alger. Selon le mouvement, la mise en œuvre de cet accord signé en 2015 est au point mort. L'ex-rébellion, qui contrôle toujours la région de Kidal au nord-est du Mali, déplore le manque évident d'engagement de la part des principales parties, 7 ans après la signature du dit accord. Les différentes parties indexées pour leur manque d'engagement sont le Mali, l'Algérie, la communauté internationale. Parmi les engagements non respectés dans l'accord d'Alger et décriés par la CMA figure notamment la non-évolution du processus de démobilisation, désarmement et réinsertion devant permettre l'entrée au sein de l'armée régulière malienne des ex-rebelles. Autre élément évoqué, la gestion locale des régions. L'ex-rébellion, dans sa missive, condamne également ce qu'elle appelle les violations répétées des droits humains sur le terrain. Des bavures commises selon elle par les forces étatiques et leurs supplétifs de Wagner. L'accord d'Alger ne fit pas l'unanimité du côté de Bamako, mais pour la coordination des mouvements de l'Azawad, une mise en œuvre du dit accord est nécessaire pour éviter une rupture définitive. Au Tchad, on reparle des manifestations du 20 octobre dernier, manifestations meurtrières d'ailleurs, à la suite desquelles 139 personnes avaient été arrêtées. Celles-ci ont été libérées le 11 décembre 2022. Il est à noter également que 80 personnes d'entre elles avaient écopé d'1 an et 2 ans d'emprisonnement avec sursis. 59 autres ont été relaxées. Les détails à suivre sont dans cet élément signé Mahmoud. 139 personnes libérées après un mois et demi de détention suite aux manifestations organisées le 20 octobre contre le pouvoir qui avait fait une 50aine de morts. Le pouvoir avait alors reconnu l'arrestation de 601 personnes en N'Djamena et leur transfert dans la prison de haute sécurité de Korotoro. Le second substitut du procureur de N'Djamena a annoncé leur libération le 11 décembre 2022. Conformément aux décisions qui ont été rendues par le tribunal de grande instance de N'Djamena, ces gens à l'audience foraine à Korotoro aujourd'hui, les 139 personnes sont ramenées en N'Djamena et sont munies de leur ordre de liberté définitive. Et dès cette instance, ils sont libres de regagner leur famille, a déclaré le second substitut du procureur de N'Djamena, Rachid Mahamad Alamine. 80 des 139 personnes ont écopé d'1 à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Les 59 autres ont été relaxés à l'issue de leur procès
qui s'est tenu à huis clos fin novembre durant 4 jours sans avocat ni médias indépendants, dans le badge de Korotoro, à 600 km au nord-est de N'Djamena. Lors de ce même procès, 262 personnes ont été condamnées à des peines allant de 2 à 3 ans de prison ferme pour attroupement non autorisé, destruction de biens, incendie volontaire, violence et voies de fait troubles à l'ordre public. Et qu'on vient de rappeler que 265 personnes sont toujours détenues à Korotoro. Le Conseil de l'ordre des avocats demande qu'elles soient ramenées dans la capitale pour la procédure en appel. Et en Guinée-Conakry, à présent, on reparle du procès du 28 septembre. Depuis l'ouverture des pays africains, on voit d'autres horizons à l'instar de la Chine, de la Russie. Entre accusation et complot, Moussa Dadis Camara se lâche à la barre. L'ancien chef de l'État de la Guinée-Conakry, jugé avec une dizaine d'anciens responsables militaires et gouvernementaux pour le massacre perpétré en septembre 2009 dans un stade de Conakry, a comparu lundi devant le tribunal criminel de Dixin, délocalisé à la cour d'appel de Conakry, après une suspension d'une semaine pour des raisons de santé de ce dernier. Dès sa prise de parole, l'ancien président a rendu hommage aux victimes du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. À la barre, ce lundi 12 décembre, l'ancien président a soutenu que l'événement du 28 septembre 2009 est un complot savamment orchestré par l'ancien président Alpha Condé, le général Sekouba Konaté et Toumba Diakité contre lui. Et parlons à présent de ce sommet États-Unis-Afrique. La capitale fédérale des États-Unis, Washington, va abriter du 13 au 15 décembre prochain le sommet des dirigeants d'États-Unis-Afrique. Un sommet qui, pour le compte de cette édition, va mettre un accent particulier sur le renforcement des relations entre ces deux continents, mais également sur la nouvelle dynamique dont parle Washington sur le plan économique. Les détails sont contenus dans cet élément signé noir. Depuis l'ouverture des pays africains, on voit d'autres horizons à l'instar de la Chine, de la Russie. Les États-Unis ont engagé de nouvelles stratégies afin d'intéresser les gouvernements africains. Après la première édition, le deuxième sommet des dirigeants américains et africains va mettre un accent sur le renforcement de l'engagement des États-Unis et de l'Afrique en faveur de la démocratie et des droits humains. Il va s'agir aussi d'atténuer l'impact de la Covid et des futures pandémies. Dans ce cas, il va falloir travailler en collaboration pour renforcer la santé régionale et mondiale. Le sommet va également s'engager à faire progresser la paix et la sécurité, répondre à la crise climatique et amplifier les liens avec la diaspora. La guerre en Ukraine ayant créé des impacts, l'un des points saillants de ce sommet de Washington visera aussi à promouvoir la sécurité alimentaire. En effet, depuis lors, comme certains pays européens, les pays d'Afrique avaient développé des relations commerciales avec Kiev et Moscou, notamment dans l'approvisionnement des céréales, qui s'avère être une matière importante pour la consommation. Le rendez-vous entre Américains et Africains va s'appuyer sur des valeurs communes pour mieux favoriser une nouvelle dynamique économique. Ici, avec l'arrivée des BRICS, les États-Unis espèrent mieux se comporter. Le récent sommet du G7 qui s'est tenu en Allemagne en dit long. Afin de freiner l'expansion de la Chine et de la Russie, les États-Unis avaient annoncé de soutenir à hauteur de 600 milliards de dollars les pays africains en voie de développement pour un accompagnement 7 ans, ce qui corrobore avec la tournée africaine il y a quelques mois du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il est à noter que pour le compte de cette deuxième édition, l'on entend réunir les gouvernements africains, la société civile, les communautés de la diaspora, partout aux États-Unis et le secteur privé sur la voie d'une vision commune pour l'avenir des relations américano-africaines. Arrêt à présent en Écosse où un Libyen soupçonné d'avoir assemblé et programmé la bombe de l'attentat de Lockerbie en Écosse, tuant 270 personnes en décembre 1988, a été placé en détention par les États-Unis. C'est ce qu'a indiqué les autorités américaines le 11 décembre dernier. Aucune précision n'a été donnée sur les circonstances entourant la remise de Abu Aguila Mohamed Massoud aux autorités américaines. Une source militaire dans la ville libyenne de Misrata a déclaré qu'il avait été transporté par avion depuis l'aéroport de cette ville. On revient sur ces détails avec vous, Koumabité, dans cet élément. Soupçonné d'avoir assemblé et programmé une bombe ayant fait exploser le vol 103 de la Paname, Abu Aguila Mohamed Massoud est placé sous détention par les autorités américaines de cette
ancien membre des services de renseignement de Mohamed Kadhafi. Il sera jugé par le tribunal de Washington. Jusqu'à présent, aucune précision n'a été donnée sur les circonstances entourant sa remise aux autorités américaines. En décembre 2020, 32 ans après le drame de Lord Kirby, la justice américaine avait annoncé poursuivre l'ancien membre des services de Kadhafi, détenu à cette époque en Libye. L'attentat avait visé un vol transatlantique reliant Londres à New York à bord de 159 passagers qui avaient trouvé la mort. L'enquête avait également été relancée en 2016 quand la justice américaine avait appris qu'Abou Agila Mohamed Bazou avait été arrêté après la chute de l'homme fort de Libye à cette époque. L'ancien spécialiste en explosifs des services de renseignement du colonel Kadhafi est ainsi le 3e citoyen libyen à être poursuivi dans le cadre de cette enquête. En 2021, la justice écossaise avait rejeté l'appel formé par la famille de Al-Maghrahi, estimant qu'il n'y avait pas d'erreur judiciaire. La justice avait également balayé du revers de la main la défense de la famille du condamné, estimant que les documents liés à l'affaire, que l'autorité britannique refuse de classifier, avaient permis d'aboutir à un verdict différent. Et on parle de culture à présent dans cette édition d'information. Rendez-vous incontournable des acteurs majeurs du combat panafricain. Les Pan-African Awards, 2e édition du genre, se tiennent du 10 au 17 décembre à Douala au Cameroun. À l'initiative de Polela, promoteur de l'événement, les panels se suivent et ne se ressemblent pas. Culture, histoire, science, les nouveaux enjeux géopolitiques de l'Afrique sont passés au crible, avec comme point d'orgue un hommage rendu à l'illustre Kalala Omotunde de regrettée mémoire. Kwetu nous en fait la synthèse dans cet élément. À Douala au Cameroun, l'acte 2 des Pan-African Awards a débuté le 10 décembre 2022 et se poursuit jusqu'au 17 décembre. Un rendez-vous annuel réunissant les forces agissantes du combat panafricain pour repenser l'Afrique sous le prisme d'une conscientisation collective. Les Pan-African Awards, c'est une action qui vise justement à fédérer les compétences, à fédérer les bonnes volontés, tous ceux et celles qui travaillent au rayonnement de l'Afrique, à la restauration de la vérité historique, à la réappropriation de notre authenticité culturelle en vue d'atteindre l'indépendance économique et la liberté politique que nous appelons de tous nos voeux. Et les Pan-African Awards, loin d'être une démarche de concurrence ou de compétition, visent à encourager tous ceux qui, comme je l'ai dit déjà, travaillent au rayonnement de l'Afrique et tous ceux qui permettent que les Africains aient des consciences de plus en plus éveillées et sortent justement des carcans, des mensonges multiséculaires qui laissent croire que l'Afrique n'a rien apporté à l'histoire, n'a rien apporté à l'humanité. Exposition vente, dédicaces de livres, projections cinématographiques, conférences débats avec des panels divers et variés. L'une des grandes articulations de l'événement cette année, c'est la remise de prix comme clou du spectacle. Le deuxième élément, la deuxième articulation la plus importante de cet événement des Pan-African Awards, ce sera la soirée du 16 décembre à partir de 20 h à la place Saint-David de Bonanjo. Et ce sera la grande soirée de récompense avec plus de 1500 invités attendus qui recevront des prix, non pas de façon folklorique, juste pour le fun ou pour les festivités, mais pour s'encourager mutuellement et faire en sorte que les Africains se souviennent que les héros des autres, les modèles des autres ne sont pas les leurs et que nous devons valoriser nos propres héros et avoir nos propres références selon le prisme de nos propres réalités et de nos priorités. Si l'éveil des consciences africaines est en sacerdoce pour ces combattants panafricains réunis à cet événement, il n'est nul doute qu'ils sonnent comme ville, sans une oreille attentive, et donc un public qui est massivement entendu. L'actualité oblige, nous avons perdu un très grand homme, l'illustre et désormais regretté Kalala Omotunde, qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui était un apôtre justement du travail d'éveil des consciences dans le monde. Nous le pleurons, mais nous sommes contents parce qu'il a légué, il nous lègue un héritage immense en termes au moins de littérature et bien plus. Et le 17 décembre 2022,
ici à la maison du parti même, à partir de 15h, il sera rendu un hommage vibrant à ce très grand homme, comme il le mérite, avec des témoignages, avec des scènes d'action traditionnelles, avec des condoléances, avec un livre qui sera ouvert à cet effet, et avec toutes sortes d'animations qui vont dans le sens d'accompagner notre frère dans cette autre dimension auprès de nos ancêtres méritants, pour lesquels on a une estime incommensurable et sur les pas desquels nous nous inscrivons en fait pour marcher et faire au moins aussi bien qu'eux. Et on parle de sport à présent dans cette édition d'information. En battant l'Espagne en 8e de finale et le Portugal en quart, le Maroc a clairement affirmé ses ambitions pour cette édition de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Les poulains de Walid Regragui réalisent jusqu'ici un parcours sans faute et ont même atteint ce stade et ont même réussi à entrer dans l'histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre ce stade de la compétition. Pendant que certains observateurs s'interrogent sur la recette marocaine, il est évident que loin d'être un hasard, cette performance relève d'une préparation réussie et d'un bon état d'esprit, preuve que les lions de l'Atlas vivent bien. On a des précisions dans cet élément signé Nguélé. Qui arrêtera les lions de l'Atlas dans une percée fulgurante, prestation exceptionnelle, résultat d'un travail de longue haleine sur la base d'une politique sportive ayant pour objectif de faire figurer le Maroc parmi les meilleurs du continent, voire du monde. Les autorités du football marocain, le roi Mohamed VI en tête, ont mis les moyens financiers et les infrastructures sportives adéquates à la disposition de leurs équipes, tant en championnat national qu'en compétition internationale. Non, ce n'est donc pas une surprise de voir le Maroc à ce stade de la compétition, surtout pour une équipe qui n'a plus rien à perdre, mais tout à gagner. Face à la France, championne du monde en titre, la meilleure défense de cette 22e édition de Coupe du Monde de football peut une fois de plus compter sur son collectif humainement bon qui sait subir et qui rompt difficilement. Pour ce grand rendez-vous face au tenant du titre, le Maroc pourrait compter sur le retour de Romain Saïs sorti sur blessure face au Portugal. Même si la participation de Naïf Aguiar n'est pas certaine, Walid Regragui peut une fois de plus compter sur l'état d'esprit irréprochable et la discipline tactique dont font preuve ses poulains pour espérer un résultat positif face aux Bleus. Autre atout majeur de poids de négliger sous aucun prétexte, mais surtout à mettre à l'actif des lions de l'Atlas cette liesse qui se répand dans le monde arabe et sur le continent africain où les populations se sont rangées derrière le Maroc. De cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Vous nous regardiez sur nos différentes plateformes internet, Facebook et YouTube For You Media Africa. Nous écoutiez sur la 96.3 FM. Restez en compagnie de nos médias car l'information et les programmes se poursuivent. Au revoir, Bossangoa.